Bonjour à tous, bon dimanche, bienvenue dans ce nouveau numéro du Grand Jury d'RFM. L'argent sale circule-t-il à grande échelle au Sénégal? Faux monnayage et trafic de drogue, les nombreuses saisies de stupéfiants sur le port de Dakar, problèmes de sûreté et de sécurité. Une question, la première qu'on va poser à notre invité, Aboubacar Sadikh Bey, le directeur général du port autonome de Dakar. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Plus de 1000 tonnes de cocaïne saisies sur le port de la capitale en l'espace de quelques jours à bord de véhicules transportés sur des bateaux. Qu'est-ce qui se passe sur votre port? Bonjour Babacar, bonjour à vos éditeurs. Merci de l'invitation. Pour répondre à d'autres questions, je pense que c'est un peu le verre à moitié plein ou à moitié vide. On va dire à moitié plein, ça veut simplement dire que les services de sécurité et de sûreté font leur travail. Je crois que si ces services ne faisaient pas le travail, on n'aurait pas eu toutes ces saisies. Et je crois qu'il vaut mieux les saisir et décourager et mettre un système de dissuasion plutôt que le contraire. Le fait qu'on ait saisi cela, le fait qu'il y ait eu les services de l'ordre, la police et la gendarmerie, pour qui les Sénégalais doivent être très fiers. Je crois que c'est une bonne chose pour le Sénégal que ces services puissent arriver à démanteler ces gangs et tous ces réseaux. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas dites, bien entendu, dans le cadre de ces saisies. Mais pour moi, c'est quelque chose de bien. Ça veut dire que le Sénégal est choisi par certains trafiquants pour acheminer ces grosses saisies révèlent en quelque sorte que peut-être que les narcotrafiquants se disent alors passons par Dakar, c'est perméable. Non, je crois que ce qu'il faut dire, c'est que voilà, donc il y a quelque chose qui marche et qu'il faut saluer. Il faut continuer à resserrer les lignes et être beaucoup plus dissuasif que cela. Je ne veux pas préconiser que ça se passait inaperçu, mais en tout cas, là, au moins, on les saisit. La position du port, du point de vue géographique, facilite-t-elle le passage de cette drogue par Dakar qui se trouve en face des Amériques? Mais c'est ça, c'est que le Sénégal a un avantage extrêmement important, sa position géographique. Mais il faut aussi dire que le port de Dakar est un port qui est choisi comme un hub pour un certain nombre de lignes maritimes, notamment la ligne Grimaldi, qui utilise le port de Dakar comme un port de transbordement vers l'Amérique latine notamment, ce qui fait qu'une bonne partie du ro-ro qui va sur l'Amérique latine transite par Dakar, aussi bien à la descente qu'à la remontée, puisqu'il y a beaucoup d'usines aussi de construction de véhicules en Amérique latine, et pour remonter sur l'Europe ou pour remonter dans certains pays africains, notamment le Ghana et le Nigeria, ça retransite sur Dakar. Donc c'est une plaque extrêmement importante pour les échanges internationaux. Et puisque la drogue doit bien passer quelque part, soit c'est la route, soit c'est l'avion, soit c'est le maritime. Et le maritime a l'avantage de pouvoir transporter des très grosses quantités. Si vous transportez 100 véhicules, 200 véhicules et que ces véhicules soient utilisés comme des armes de destruction massive, on pourrait dire, il faudrait que le pays soit extrêmement vigilant face à ce qu'il a à faire, et c'est ce que le Sénégal est en train de faire. Non seulement les services de douane et de sécurité du port, mais aussi les concessionnaires, en l'occurrence ici, Dakar Terminal. Est-ce que quand on est, malgré la présence de concessionnaires, quand on est autorité portuaire, on n'a pas droit de regard sur le contenu des cargaisons, même si à d'autres échelles, il y a la douane
et à les forces de police ou de gendarmerie. Mais oui, c'est pour ça que le Sénégal a ratifié le code ISPS des gardes américaines qui fait que c'est un pays qui est certifié, qui peut envoyer des cargaisons vers les Amériques. Et ça, c'est pas tous les pays. Donc, vous savez que depuis 11 septembre 2001, les Américains sont très regardants sur ce qui se passe en matière d'échanges internationaux et surtout sur les échanges qui proviennent d'un certain nombre de pays à destination des États-Unis. C'est le cas de l'aéroport, c'est le cas du port de Dakar. Et c'est le cas aussi du port de pêche de Dakar. Donc tout le port de Dakar, dans ces deux dimensions, en tant que pourvoyeur de cargaisons non alimentaires, mais de cargaisons alimentaires pour le port de pêche de Dakar, qui a tous les certificats pour convoyer et de l'alimentaire et de non alimentaire vers les États-Unis et tous les pays d'Europe. Donc il y a quelque chose de très bien qui se fait. Et je crois que les Sénégalais doivent être fiers de leur port, de ce qui se fait dans ce pays. Pour nous, c'est un élément de compétitivité et nous le prenons très, très au sérieux. Vous parlez des Sénégalais qui s'étonnent de voir des vidéos circuler sur les réseaux sociaux, ce qui nous pousse à éborder tout de suite. Justement, vous avez commencé à l'évoquer, la prise en charge des questions de sécurité et de sûreté, surtout donc ces vidéos auxquelles je faisais allusion tout à l'heure. Les nombreux cas de vol, niveau de responsabilité de la direction générale que vous dirigez. Oui, il faut d'abord regretter ces vidéos qui circulent. Et peut-être lancer un appel à tous les Sénégalais qui utilisent les réseaux sociaux de savoir raison garder et de pouvoir, en tout cas, se poser des questions, ne pas prendre tout ce qu'on balance sur les réseaux sociaux pour les accepter. Parce que ça peut être aussi une arme de destruction massive, ça peut être quelque chose qui est à l'encontre, qui milite à l'encontre des performances de notre économie. Ça peut être quelque chose au détriment de l'image, pas seulement du port, mais de l'image du pays, de son attractivité. Nous avons un pays extrêmement attractif pour les investissements directs étrangers. Nous avons un port qui est en compétition avec d'autres ports. Et il peut y avoir beaucoup de malice, il peut y avoir des choses non dites et qu'on balance et qu'on consomme. Et à titre illustratif, ces deux vidéos. Ces vidéos, il y a la première vidéo, par exemple, qui montre le vol de pneus. Mais c'est complètement un non-sens. Ça, il y a le seul élément vrai dans cette vidéo, c'est que la personne parle Wolof. Elle parle Wolof, c'est tout. Le lieu, les circonstances ne sont pas du Sénégal. Il ne s'agit pas du port de Dakar. Celui qui parle peut être n'importe quelle personne. Elle peut même ne pas être un Sénégalais, mais la personne parle Wolof. Mais nous avons visionné, nous avons regardé, nous avons identifié le port, nous savons de quel port il s'agit. Nous connaissons les conteneurs qui ont été descendus. Il s'agit de quel port? Je ne peux pas le dire ici, je ne peux pas dire accusé, mais je peux vous garantir qu'il ne s'agit pas du port de Dakar. Et la personne qui parle d'ailleurs ne dit jamais port de Dakar. C'est ça qui est un peu cocasse parce que autant il y a quelque chose d'un peu qu'il insinue, mais il ne s'agit pas, ce vol de pneus est intervenu dans un autre port de la sous-région et tous les Sénégalais l'ont consommé. La deuxième vidéo, la plus virale peut-être, c'est... La deuxième vidéo, le véhicule est bien descendu au port de Dakar et à l'arrivée, il y a un certificat du bureau Veritas qui atteste que c'est un véhicule qui est venu DOA, Dead on Arrival. C'est-à-dire que le véhicule ne démarrait pas à l'arrivée.
Et ça, tous les véhicules qui descendent sont vérifiés. Et ce véhicule-là est descendu, il ne démarrait déjà pas. Donc ça veut dire que là, parce que vous pouvez acheter des véhicules de moins de 5 ans qui sont vendus en l'état. Et ce véhicule est certifié non démarrable quand il est arrivé au port de Dakar. Donc, tout ce que la personne dit par la suite devient sujet à caution, n'est-ce pas? Donc, quelle est la motivation pour venir balancer alors qu'on sait que le véhicule ne démarrait pas quand il arrivait au port de Dakar? Et on l'a poussé pour sortir du terminal. D'ailleurs, nous avons pris des mesures pour demander à Dakar Terminal, dans ces cas-là, de ne pas pousser, de ne pas laisser pousser le véhicule. Il faut que le véhicule reste jusqu'à ce qu'il puisse être sur un monte-char, qu'il sorte du port. Mais en l'occurrence ici, nous avons dû porter plainte contre X parce que nous allons suivre ce dossier pour en connaître un peu les tenants et les aboutissants, parce qu'entre les deux vidéos, il ne s'est pas passé beaucoup de temps. Donc, on a des suspicions, on se demande pourquoi. Pourquoi tout d'un coup... Porter plainte contre X, pourquoi? Parce qu'il y a l'image du port d'abord. Il y a un environnement de concurrence aujourd'hui dans la sous-région. Quand vous avez ces vidéos virales, ça touche sur l'attractivité de notre port, ça remet en question beaucoup de chargeurs qui seraient intéressés par le port de Dakar pour l'utiliser comme un hub pour faire transborder leurs marchandises. On peut perdre de la compétitivité, on peut perdre des clients sur la base de ces allégations. Et c'est très, très, très sérieux parce que ça touche l'économie du pays. Aboubacar Sadir Bey, vous êtes ingénieur statisticien économiste, actuellement donc directeur général du port autonome de Dakar. Avant, vous avez été directeur général de l'ANSD, l'Agence nationale de la statistique et de la démographie. Vous êtes également un ancien chef du bureau économique de l'ambassade du Sénégal à Washington, aux États-Unis. Vous avez aussi une grande expérience dans l'élaboration de documents stratégiques de politique de développement. Vous avez travaillé avec des organismes internationaux comme le PNUD ou l'UNFPA et même avec le ministère sénégalais de l'économie et des finances. Ça ne s'appelle plus comme cela. Justement, nous allons jeter un regard sur le tableau de bord du port autonome de Dakar. Vous êtes directeur général de ce port autonome de Dakar depuis septembre 2017. Un port qui a réalisé un bénéfice net de 6,325 milliards de francs CFA en 2018. Ils ont raison ceux qui estiment que le port de Dakar n'est pas performant. 95% de l'économie sénégalaise en termes d'animation. Et on se retrouve qu'avec 6,325 milliards de francs CFA de bénéfices. Oui, je vais vous donner, parce que toutes les questions de contexte, de référentiel et aussi de perspective. Vous le rappelez, j'ai été nommé à la tête du port en septembre 2017. J'ai fait la passation le vendredi 22 septembre et j'ai pris service le lundi 25 septembre 2017. Et après 4 semaines au port, j'ai dressé un bilan et je vous donne un tableau très rapide après 4 semaines ce qu'on a trouvé. Nous avions au 25 septembre 2017 un solde de trésorerie négative de 7 954 555 923. Solde de trésorerie négative. Une dette au 31 août 2017 de 56 770 694 826. À peu près un chiffre d'affaires de 45 milliards. Et une masse salariale qui prenait 77% de la valeur ajoutée. Nous avions aussi trouvé une congestion terrible avec des surestaris qui cumulaient autour de 10 millions de dollars. C'est tous ces chargeurs qui payent
aux compagnies maritimes parce que les bateaux n'arrivent pas à rentrer dans le port. Ils doivent rester en rade des fois 10 jours, 15 jours. Il y a même des bateaux qui restaient 25 jours. Le vendredi 25 septembre, quand j'ai fait la passation l'après-midi à 16h, j'étais au ministère parce qu'il y avait une grève des transporteurs. Il y avait 15 000 conteneurs qui étaient disséminés un peu partout dans la ville. J'ai pris des photos même juste ici à côté de RFM sur la Médina. Il y avait des conteneurs qu'on laissait dans les rues et on voyait les enfants jouer à côté de ces 15 000 conteneurs. Donc une congestion maritime et une congestion terrestre, un problème énorme de santé financière. Donc nous avons commencé à travailler et c'est là que je rends hommage à tous les travailleurs du port qui ont permis en moins de 2 ans de complètement renverser la perspective sur ce problème de maladie de ce corps, parce que le port, l'entreprise, c'est comme un corps humain et il peut être malade. Donc le port était complètement malade et tous les indicateurs, tous les signaux étaient au rouge. Nous avons pu, en un intervalle de 18 mois, travailler et complètement renverser la perspective avec, comme vous le rappelez tout à l'heure, en 2018, nous avons pu faire un bénéfice brut de 9 milliards et sur lesquels nous avons payé 3 milliards d'impôts sur les sociétés. Donc, on se retrouve avec les 6 milliards de bénéfices nets. Je rappelle aussi que pour la première fois de l'histoire du port, et en tout cas pour une entreprise publique détenue à majorité par l'État, nous avons aussi payé 2 milliards de dividendes à l'État du Sénégal en 2018. Donc, c'est une performance énorme. Nous avons passé nos 2 premières années à nous occuper du malade que nous avons guéri, qui aujourd'hui... Vous imputez cet état de santé du port que vous avez trouvé sur place, vous l'imputez à qui? À vos prédécesseurs? Ce qui importe pour le médecin et son entourage, c'est d'avoir guéri le malade et surtout de pouvoir lui permettre maintenant de courir et de faire son travail, parce qu'on parle de poumon de l'économie. C'est 95% de l'économie qui transite. Que rapporte vraiment le port de Dakar dans la croissance économique aujourd'hui? Oui, malheureusement, aujourd'hui, le port de Dakar est plus un goulot d'étranglement qu'un contributeur net. Le stricto sensu, je parle du port de Dakar, mais si on prend le port de Dakar dans son écosystème, comme je vous l'ai dit, c'est 600 milliards pour rien que pour la douane, mais c'est plus d'une cinquantaine de milliards de contributions, une centaine de milliards de contributions sur les impôts des sociétés, mais c'est pour le port de pêche, c'est toutes les exportations vers l'Europe, aujourd'hui vers l'Amérique avec SCASA qui a bien pu pénétrer avec le produit Sankis qui pénètre le marché américain, et ça c'est très rare. Donc c'est une performance économique extraordinaire qui est en train de se faire, mais aussi aujourd'hui avec la base logistique pétrolière, avec le pétrole, vous avez une contribution nette positive du port de Dakar. Je rappelle que les découvertes de pétrole et de gaz au Sénégal sont parties du port de Dakar. Et oui, ça, on le dit pas assez, mais... Avec l'installation de plateformes. Mais exactement. Donc le port de Dakar est non seulement un poumon de l'économie, mais c'est un cœur aussi qui irradie de sang le système économique du pays. Malgré la polémique avec Woodside, qui allait lancer un marché, un appel d'offres pour la construction justement de plateformes sur votre port, vous n'êtes pas d'accord avec la démarche de
Oui, non, en fait, on est d'accord pour l'essentiel. Il y a eu des malentendus, bien sûr, parce que ce qu'il faut comprendre, et là, nous sommes très fiers de ce que nous avons fait, c'est que pour nous, tout ce qu'on fait est guidé et orienté par la vision du président de la République. Le président de la République a dit contenu local. Dans tout ce qu'on fait pour le pétrole, il veut qu'on s'assure qu'il y a du contenu local. Dans la plupart des pays, le pétrole est exploité, mais il n'y a pas de retombées sur les entreprises locales. Ce que nous avons refusé, c'est de donner la base logistique à une entreprise étrangère. Nous n'avons pas voulu donner à Woodside, nous n'avons pas voulu donner à... On a dit, la base logistique sera donnée, sera affectée à une entreprise de droit sénégalais, mais à capitaux sénégalais au moins à 60%. Donc de fait, Woodside, nous ne pouvons pas lui donner cette base. Maintenant, nous avons lancé cet appel d'offres, nous avons reçu les offres et nous sommes en train de les évaluer. Il se trouve que la base logistique, c'est un ensemble de services parmi lesquels il y a des services pointus sur lesquels, bien entendu, vous ne trouvez pas d'entreprises sénégalaises qui ont de l'expertise. Woodside a bien le droit à ce moment-là de lancer son appel d'offres sur ces segments pour lesquels ils veulent avoir un contrôle parce que c'est trop sensible. Et là, ce qui va se passer, c'est que l'entreprise sénégalaise qui sera retenue pour gérer la base logistique va travailler, bien entendu, avec Woodside sur un certain nombre de ces services. Ça peut être le traitement des déchets industriels dangereux sur lesquels il y va effectivement de l'image de Woodside. S'il y a une entreprise qui gère cela et qu'il y a des pépins, c'est toujours Woodside qui sera interpellé. Donc que va gagner la société nationale que vous dirigez, qui s'appelle Port Autonome de Dakar, dans l'exploitation au large du Sénégal de ses ressources pétrolières et gazières, hein? Est-ce que vous avez fait une projection déjà? Non, nous sommes des logisticiens. Le port, c'est la logistique. Le port met à la disposition du pays sa logistique pour que le pays soit compétitif. Et nous voulons créer au niveau de Dakar un hub logistique régional qui fait que nous pouvons servir tout ce qui est exploration dans la sous-région. Maintenant, si le Sénégal exploite, c'est tout le Sénégal qui en bénéficie. On n'a pas des retombées directes sur le pétrole, mais on crée les conditions de richesse pour le pays. Votre offre technique. Notre offre technique, c'est de mettre la base à terre qui va servir à la plateforme Sangomar, maintenant ex-SNE. Et nous participons à 10% sur le capital de la société. Et le port gagne des redevances variables et fixes sur le domaine. Mais ce qui est important, c'est le rôle du port. Et nous allons évaluer, nous avons dit, rappelez-vous, notre ambition, c'est d'amener 2 à 3 points de PIB de contribution pour amener la croissance à 2 chiffres. Nous sommes à 6%, 7%. Le Sénégal doit aller à 10% pour créer davantage d'emplois. Et le port ambitionne d'amener 2 à 3 points de PIB. Maintenant, il faut aussi savoir que le port, ce n'est pas seulement l'administration, c'est tout un écosystème. Vous avez la douane qui est à l'intérieur du port, qui fait plus de 600 milliards au port de Dakar. Donc, c'est 95% des recettes douanières qui transitent par le port. Donc, il faut voir que la participation du port de Dakar dans l'économie du pays est et qui peut s'évaluer à au moins 30% du budget de l'État qui vient de ce port. Le port
c'est aussi un ensemble de concessionnaires. Le port de Dakar ne fait pas la manutention, ne fait pas le service lui-même, mais il a concédé un certain nombre d'activités à des professionnels, notamment pour le conteneur DP World. Je vous rappelle que DP World, rien qu'en 2018, a fait 23 milliards d'impôts versés à l'État du Sénégal. Donc c'est tout ça qu'il faut cumuler. Il faut cumuler ce que TVS fait en termes de bénéfices, en termes d'impôts versés dans les caisses de l'État, ce que Bolloré à travers Dakar Terminal fait, ce que le terminal des hydrocarbures, ce que la pêche fait. La pêche, c'est le premier poste d'export du Sénégal et l'essentiel de la pêche se passe aux Maldives. Donc aujourd'hui, le port de Dakar, sa contribution à l'économie du pays en termes d'emploi et en termes de valeur ajoutée et dépasse de loin ce que les chiffres du port montrent. Mais pour ce qui nous concerne, vous regardez les performances que nous avons en termes de chiffre d'affaires. Notre objectif aujourd'hui, c'est qu'en 2023, qu'on atteigne 100 milliards. Le cabinet stratégique qui nous accompagne avait déjà nous avait fixé la barre de 80 milliards en 2023. Je l'ai revu à la hausse, j'ai dit on va aller à 100 milliards. On veut une rentabilité de 15%. On a trouvé une rentabilité de 3%. La rentabilité de 3%, multipliée par 5, il faut qu'on soit à 15%. Et cette année déjà, en 2019, Inch'Allah, on va atteindre cet objectif. Pour ce qui est des cargaisons, on est à 19 000 tonnes. En 2018, nous avons fait 19 millions de tonnes. Et avec les bonnes perspectives... C'était pour faire la comparaison avec ce qui se fait ailleurs dans cette petite, entre guillemets, Afrique de l'Ouest. Oui, le port de Dakar devancé par d'autres... Non. Sur ce plan-là, le port de Dakar est extrêmement compétitif. Je vous dis que le port Abidjan qui a une économie beaucoup plus robuste, qui est la première économie de Dieu-les-moi, qui est exportateur de bananes, qui est exportateur de café, premier exportateur de cacao. La Côte d'Ivoire est à 22 millions de tonnes. Vous voyez, ça c'est extrêmement important que la Côte d'Ivoire puisse faire 22 millions de tonnes et que le Sénégal en fasse 19 millions. Normalement, Qu'est-ce qui pèse le plus lourd entre les embarquements et les débarquements? Non, bien sûr qu'il y a beaucoup plus de débarquements. Parce que simplement, le Sénégal est un pays net importateur. Nous importons 3 fois plus que nous n'exportons. Et d'ailleurs, c'est ça le grand problème. C'est la faiblesse structurelle de notre pays, et peut-être qu'on va y revenir, et c'est pour ça que... Une éternelle balance commerciale déficitaire. Mais oui, mais justement, parce que si vous voyez ce que nous avons fait, nous, s'il y a quelque chose fondamentalement qui différencie notre administration de ce qui s'est passé jusqu'ici au port de Dakar, c'est le changement de paradigme que nous avons introduit. Parce que nous parlons de port moteur de l'émergence. La première chose, quand j'ai fait le diagnostic 4 semaines après le tableau de bord que je vous ai lu tout à l'heure, ce qu'on a dit, c'est qu'on renverse la perspective maintenant. On ne parle plus de port de débarquement, embarquement, parce que le plan stratégique que nous avons trouvé disait que le port de Dakar ambitionne de prendre avantage de l'embellie économique du Sénégal, de la croissance économique du Sénégal pour ce faire. On dit non. Ce qu'on dit, c'est que le port, il est créateur de valeur ajoutée, il est moteur de l'émergence. Il va être un port industrie, un port de 4e génération qui va ajouter 2 à 3 points de croissance. Justement, au-delà des activités embarquement-débarquement, sur d'autres ports, on a vu élaborer des stratégies pour amener de la valeur ajoutée. Est-ce que vous êtes en train de faire ça? Mais oui, bien sûr, mais c'est ça, tout ça qui est Ndayane. Ndayane va être... Le projet de port de Ndayane. Le projet de Ndayane va être l'accélérateur d'émergence pour le Sénégal.
Ndayane, c'est toute l'équation de la balance structurellement déficitaire du Sénégal. C'est ça que Ndayane va régler. Ndayane, c'est toute une zone économique spéciale. C'est 600 hectares de zone économique spéciale. C'est une industrie. C'est plus de 5000 emplois que nous voulons créer, directs que nous voulons créer là-bas. Nous voulons créer un port qui sera qu'un point d'appui. Vous dites Ndayane, port de 4e génération. Expliquez-nous. Mais justement, vous voyez dans regardez Tanger Med, qui fait la fierté de tout Africain. Il y a 300 hectares, rien que pour les véhicules, le Roro. Ce que les Marocains ont réussi à faire à Tanger, c'est que il y a une usine de montage qui est là-bas, qui fait les voitures Renault et qui emploie énormément de Marocains, tout un écosystème qui tourne autour de cette industrie de l'automobile. Juste pour l'industrie automobile, c'est 300 hectares. Je vous donne l'exemple de port industrie. Rotterdam fait 12 000 hectares. Il emploie 86 000 personnes. Emplois directs. 200 000 emplois indirects. C'est rien que l'industrie chimique autour du port de Rotterdam, c'est 1 milliard d'investissements. Vous êtes allé chercher loin. Allons à Durban, en Afrique du Sud. Mais parce que tous ces ports, Rotterdam, Singapour, Anvers, ports européens, ça, c'est des ports références sur lesquels tous ces ports, Durban, Tanger Med, Tema aujourd'hui. Tema au Ghana. Mais oui, mais Tema, aujourd'hui, c'est peut-être en Afrique au sud du Sahara, c'est peut-être l'exemple type à citer parce qu'il y a quelque chose d'extraordinaire qui est en train de se faire. Un port, c'est les infrastructures. Un port, c'est la profondeur du canal. C'est tout ce qui est adossé à ce port et qui en fait une industrie. Oui, vous parlez de Tema, le port de Tema au Ghana. Il y a Lagos, Abidjan. Oui. Les 3 premiers en Afrique de l'Ouest. Et ce qui est étonnant, le port de Dakar, qui n'est pas premier de la sous-région, et pourtant il jouit d'une position géographique exceptionnelle, qui permet aux navires de gagner 2 à 3 jours de navigabilité par rapport à ces autres ports concurrents. On ne comprend pas, c'est une incongruité. Mais oui, c'est une incongruité, je suis d'accord avec vous. Et ça, c'est un retard d'investissement. Le port de Dakar a 150 ans. La vision, les Français ont été visionnaires avec le port de Dakar. Le port de Dakar, c'est sur 377 hectares. Déjà, en 1866, quand les Français avaient été déjà très, très visionnaires en ayant mis toute cette infrastructure. Mais depuis lors, les investissements de structure, les investissements qui auraient pu permettre au port de Dakar de jouer son véritable rôle de hub régional, ça ne s'est pas fait. Ce n'est qu'avec l'avènement du PSE, avec le président Macky Sall, qu'aujourd'hui on parle de port de 4e génération, on parle de port à 18 mètres. C'est la première fois que le Sénégal, depuis les indépendances, parle d'investissement d'envergure. Il n'y a jamais eu d'investissement d'envergure dans le port. C'est aujourd'hui qu'on en parle avec Ndayane dans le cadre de ce que le président de la République veut faire autour de Diamniadio. Et je vous rappelle que c'est ça qui va révolutionner le Sénégal et l'Afrique. Parce que ce qu'on construit à Ndayane, c'est un port de la CEDEAO. Attention à la révolution à Ndayane au plan social. Oui. Les habitants s'opposent à l'extension du projet. Oui. Et là, on n'est pas encore réglé ça. Mais on est en train de le régler. Et j'en profite pour remercier le grand Serigne de Dakar, l'honorable député Abdoulaye Matar Diop, parce que Ndayane, c'est un qui village est en train de nous aider. Pour ceux qui ne connaissent pas, Ndayane est un village lébou sur la petite côte près de Popenguine. Oui, et je m'adresse là aux populations de Ndayane, de Popenguine, de Yen, de Toubab Dialaw, parce que
ils ont entre leurs mains la solution du Sénégal. L'économie du Sénégal, les performances de l'économie du Sénégal passent par Ndayane. Les performances pour l'Afrique de l'Ouest en termes d'attractivité, en termes de performance sur le plan mondial, en termes d'échanges internationaux, ça passe par Ndayane. Parce que l'Afrique ne représente que 3% du commerce international. Par Ndayane, il peut se faire beaucoup de choses. Ndayane, c'est moins le port que la zone économique spéciale adossée qui va permettre d'exporter, qui va permettre à l'Afrique de créer de la valeur ajoutée à partir de Ndayane. Je donne un exemple. Nous travaillons avec l'Institut de classification du beurre de karité, qui est aujourd'hui aux États-Unis. Là, le beurre de karité, 80% est exporté, c'est la noix qui est exportée. Il est possible aujourd'hui, dans un pays africain, en l'occurrence, ça peut être le Sénégal, d'avoir une centrale d'achat qui amène toutes les noix à Dakar, à Ndayane, et de pouvoir le transformer en beurre et de le classifier avant de l'exporter. Tous les produits pharmaceutiques qui utilisent le beurre de karité, ils peuvent bien acheter ce beurre classifié déjà à partir de là. Donc ce qu'on essaie de faire à Ndayane, c'est de créer les conditions d'exportation pour le Sénégal. Et si on arrive à le faire, ce déficit structurel de la balance commerciale va être résorbé parce que, je reviens sur Singapour, 85% des conteneurs qui rentrent à Singapour ne rentrent pas dans le pays. Ils sont en transportement. Les 15% qui restent, 50% de ces 15% sont du réexport. C'est-à-dire qu'il y a de la valeur ajoutée. Les conteneurs arrivent, ils sont débarqués, les produits sont semi-knockdown, comme on dit, ils sont finis, ils remontent, ils sont remis dans les conteneurs et ils reportent en réexport. 500 milliards de dollars ainsi pour Singapour. Rien que en utilisant leur position géographique, rien qu'en utilisant leur savoir-faire. Et ce savoir-faire-là, nous l'avons ici. La position géographique, nous l'avons. La stabilité, nous l'avons. Nous avons aussi l'expertise. Peut-être pas forcément des installations de pointe. C'est exactement ça. C'est un problème, mais c'est ça, mais justement, parce que c'est les 4 éléments. C'est ça. C'est la position géographique. C'est le climat. C'est l'expertise. Mais c'est aussi, en 4e, l'investissement continu des pouvoirs publics. Et c'est ce qui est en train d'être fait dans le cadre du plan Sénégal émergent, initié par le président de la République. Et ça, le triangle Dakar, Mbour, Thiès, c'est ça qui va positionner le Sénégal. Et encore une fois, c'est ça qui fait que Ndayane, c'est la solution. Ça va prendre combien de temps la construction de ce port de Ndayane? Normalement, une fois qu'on est d'accord avec les partenaires, notamment DP World, on est d'accord avec les populations de Ndayane, surtout en termes de retombées sur le plan des emplois, mais sur le plan social aussi. C'est un projet qui peut durer 3 années. Et première phase avec le terminal à conteneurs et le terminal Roro qui sont supposés démarrer, et la zone économique spéciale adossée qui peut être un succès phénoménal et un accélérateur de l'émergence. Là, on parlerait d'une émergence à 2030 plutôt que 2035, Inch'Allah. De bonnes perspectives au moment où quelques craintes existent, notamment la perte de part sur le marché malien. Non, parce que les Maliens aujourd'hui cherchent d'autres voies pour acheminer leur cargaison dans leur pays. Oui. Y en a qui préfèrent aller, par exemple, aujourd'hui, quitter Conakry pour aller à Bamako. On gagne 800 km avec ça. Mais nous sommes conscients, le Mali est le premier client commercial du Sénégal. J'ai fait au moins 4 voyages cette année
au Mali. Nous venons de signer avec la CMDT, la compagnie malienne de textile, un protocole pour nous assurer du trafic du Mali. Rappelez-vous que nous avons 65% du trafic du Mali. Et tous les jours, les autres ports ne restent pas les bras croisés. Si les Maliens commencent à se poser des questions, c'est parce que le port de Dakar n'a jamais mis en place des politiques spécifiques pour ce pays enclavé qui a besoin du sport. Non, si. Nous sommes présents au Mali. Nous avons 2 représentations au Mali. Nous avons les entrepôts sénégalais du Mali. Nous avons aussi une représentation commerciale et nous travaillons. Nous avons un cadre de concertation que j'ai mis en place. On se réunit avec les chargeurs maliens, les transitaires, les transporteurs. Tous les mois, nous échangeons. Nous avons un partenariat extrêmement dense. Si on n'avait pas fait ce travail de rapprochement, on aurait perdu du trafic sur le Mali parce que la Mauritanie est en train de courtiser le Mali. Abidjan, San Pedro, Tema et la Guinée. Donc, le Mali a 6 ports. Ils peuvent aller dans 6 différents ports, n'est-ce pas? Et pourtant, nous avons 65%. Donc, notre ambition, c'est d'aller à 70 et même 75%. Mais bien entendu, ce qui nous aiderait le plus, c'est le train. C'est avec le train qu'on va aller sur 70, 80, voire 90%. Parce que ce qu'on a sur le Mali qui est le plus important, c'est que les Maliens veulent travailler avec nous. Ils veulent bien travailler avec nous. Mais aussi, c'est des businessmen. Ils regardent aussi, ils font le calcul coût-avantage. S'il y a un avantage à aller à San Pedro, certains le feront. S'il y a un avantage à aller à Tema, un exemple, sur Tema, où on a effectivement perdu c'est très très faible, mais on a des soubresauts de ce côté-là et il faut qu'on fasse attention. Et là, on va travailler avec la douane. Les Maliens veulent, quand le conteneur arrive, ils veulent le dépoter. Et donc, ils veulent prendre 2 conteneurs de 20 pieds, par exemple, et le dépoter sur un camion. Plutôt que d'avoir 2 camions qui transportent 2 conteneurs de 20 pieds, ils le dépotent sur un camion et là, ils laissent le conteneur ici et c'est le camion qui transporte la marchandise. Dans le cas du sucre et de la tomate, sur certains points à produits dangereux, c'est sensible. C'est autorisé, vous leur permettez? La douane ne le permet plus. À un moment donné, c'était permis. La douane ne le permettant plus, c'est des gains qu'ils gagnaient en termes de transport et ils préfèrent, certains d'entre eux préfèrent aller à Tema où ils ont cette possibilité de dépoter et d'utiliser, n'est-ce pas? Mais il n'empêche que il y a un certain nombre d'avantages qu'on leur donne ici au port de Dakar, fait qu'il est très difficile pour les Maliens de partir parce que nous avons, il faut le rappeler, un môle, le môle 3 dédié au trafic du Mali. C'est en quelque sorte le môle 3. C'est votre plus gros client. C'est notre plus gros client et nous le traitons, nous nous assurons de bien le traiter. Rendez aussi plus sexy le port de Dakar, ces petits problèmes de mobilité à l'intérieur, la voirie défectueuse, quand même. Mais justement, c'est l'une des raisons, ce qui est en perspective. Aujourd'hui, le fait d'avoir restauré les équilibres nous permet de faire des investissements qui n'ont jamais été faits ces 15-20 dernières années. Au moment où nous parlons, ces 5 milliards que nous avons vus sur la voirie en zone nord, je ne parle pas de projet, c'est en train d'être fait. Pour ceux qui connaissent le port de Dakar, toute la zone nord du môle 4 au môle 8, la zone des hydrocarbures, en train d'être complètement retapée. Ensuite, le dragage. Nous venons de terminer avec 1 300 000 € d'investissement
de draguer moins 13 mètres. Oui, on est à moins 12 mètres moins 12, moins 13. Sur le 9. Ça veut dire c'était à moins 10. Ça veut dire que on ne pouvait pas prendre des bateaux de 40 000 tonnes. Mais aujourd'hui, les pétroliers peuvent faire venir des bateaux de 60 000 tonnes. C'est énormément de gains et c'est ça qui élimine les surestaries parce que vous n'avez plus beaucoup de bateaux, les bateaux ne restent pas en rade. Il y a de l'efficacité. On est en train de refaire l'éclairage du port de Dakar et l'année 2020 sera placée sur l'investissement dans les infrastructures et les conditions de travail des portuaires. On va parler quand même du climat social au port de Dakar, au port autonome de Dakar pour être précis. Climat parfois tendu. Les gens vous reprochent d'avoir supprimé plusieurs postes créés par votre prédécesseur, Cheikh Kanté, des syndicats. Le travailleur lambda du port, il n'est pas content. Oui, nous sommes dans un exercice de transformation structurelle du port de Dakar. La transformation structurelle, je me rappelle quand le cabinet qui nous accompagne est venu, ils nous ont parlé de ce qu'on appelle la vallée du désespoir. Donc, il y a ce creux-là qui est extrêmement important où effectivement il y a un certain nombre de conforts, un certain nombre disons d'incongruités sur lesquelles il faudra forcément prendre des mesures. Et ces mesures-là, si on ne les prend pas, c'est tout le monde qui coule. Ce qu'on nous reproche le plus, c'est ce qu'on appelle les avantages non conventionnels, les primes non conventionnelles. Ça, c'est des notes de service du directeur qui peut, selon son bon vouloir, octroyer des primes à telle catégorie ou telle personne, etc. Tout ce qui est prime conventionnelle a été respecté. Prime de croissance, prime de rentabilité, prime de productivité, prime de scolarité, prime de lait, prime de naissance, prime de transport. Toutes ces primes, l'habitat social, tout est maintenu. Il y a un certain nombre d'avantages sur lesquels on a dit, peut-être pas cette année, mais l'année prochaine, c'est... La suppression des postes. Il n'y a pas de suppression de postes. Il n'y a pas de suppression de des postes. Contrats que votre prédécesseur aurait signés, annulés. Oui, bien sûr. Ouais, bien sûr. Parle de ça. Mais quand je suis venu, j'ai trouvé 2039 employés. 2039, dont 411 où les contrats ont été signés entre le 12 septembre et le 21 septembre. Le 11 septembre, c'est le décret de nomination. Le 22 septembre, c'est quand j'ai la passation. Tout ce qui s'est passé entre le 12 septembre et le 21 septembre, vous conviendrez avec moi que... c'est pas légal à vos yeux? C'est pas à mes yeux, c'est aux yeux de la loi. Ça, on peut s'entendre sur ça. On peut gérer les affaires courantes. Mais vous ne pouvez pas mettre sur le dos de la nouvelle administration cette charge énorme. 411 personnes, c'est beaucoup. Donc on a dit, mais l'entreprise a la capacité de soutenir un poids donné. Aujourd'hui, nous sommes capables, nous avons les reins solides, nous venons de retrouver l'équilibre. Pour autant, on ne sait pas encore courir. On va marcher à pas cadencés jusqu'à ce qu'on puisse courir, mais on est sur la bonne pente. Aujourd'hui, tous les acquis sociaux sont respectés, y compris l'habitat social. Nous venons de livrer cette année, en février, 200 logements sur un programme de 691 logements qui coûte 9 milliards 650 millions. Donc, le port de Dakar
Les Sénégalais doivent être fiers de ce port. Les travailleurs portuaires doivent être fiers de leur entreprise. Ils sont dans une entreprise qui est en bonne santé, qui a de très bonnes perspectives, qui va faire des résultats bien meilleurs que ce qui a été fait en 2018. Et Inch'Allah, c'est ce port qui est la solution du pays, nous pensons. C'est la fin de cette émission, mais on ne va pas la terminer sans évoquer votre entrée en politique. Avec un mouvement appelé Génération Sénégal Émergent, on va y aller directement. Ambition pour la mairie de Dieuppeul, votre fief? Ambition pour les populations de Dieuppeul-Derklé. Je suis natif de Dieuppeul-Derklé. Je suis né à la cité minière entre Marine, Khariala, Castor, Derklé, Liberté 5, Dieuppeul. Et j'ai fait mon école primaire à Derklé 1, CM Ousmane Sossi Diop. Et j'ai grandi dans les jardins de Dieuppeul. Il y a un maire apparemment solide qui est là-bas depuis quelques années, il s'appelle Cheikh Gueye. Vous le connaissez? Je suis intéressé par les populations. Nous venons de faire ce dimanche une journée consultation gratuite où on a médicale gratuite, où on a consulté plus de 1000 patients. Tous les jours, nous ne faisons pas du navétane. Nous ne faisons pas de la politique politicienne, nous faisons de la politique de développement. Notre vision, c'est de porter la vision du président de la République, la vision du PSE au sein de notre quartier en tant que déclinaison locale du plan Sénégal émergent. Aboubacar Sadikh Beye était notre invité devant le grand jury de RFM. Merci d'être venu.